On a un mouvement pour le départ de Macron, pour, je ne sais pas, contre la suppression des jours fériés. Enfin, c'était ça, normalement, le 10 septembre. Les drapeaux français sont interdits et on met des drapeaux palestiniens. Mais quel rapport? Non, drapeau français interdit, inadmissible. Et les drapeaux palestiniens, quel rapport? Drapeaux palestiniens dans des manifs pour soutenir le peuple palestinien, bien sûr. Pourquoi pas? Les images qu'on a vues hier, ne vont pas à l'avantage, ne vont pas aider la cause palestinienne. Ça, c'est évident. Pourquoi ce drapeau tricolore, selon vous, il dérange? Et pas le drapeau palestinien, justement. Il dérange parce que l'idée de nation a été diabolisée. L'autoproclamé camp du bien, vous savez, tous les progressistes, les gens qui sont très tolérants, ceux qui sont le bien, les antifascistes, le bien. Je remarque quand même qu'aux États-Unis et un peu partout dans le monde, ce sont systématiquement eux qui tuent, qui agressent, qui violentent. Matin, midi et soir, les autres mentent tellement là-dessus. De LFI au RN, tous, LR, PS, etc., en faisant des promesses de campagne dont ils savent qu'elles ne sont pas tenables. Aucune. Je vous en donne une encore, les gens sont peu au courant. L'AME, l'aide médicale d'État. Je fais exprès de prendre celle-là parce que le RN, Reconquête, On va y venir. même LR vous en parle souvent en disant il faut supprimer l'AME, etc., etc. Okay. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus supprimer l'AME. C'est rentré dans le droit européen. Ah ça, ils oublient de vous le dire. Ah, on peut supprimer l'AME. Il faut d'abord être un pays indépendant. Take on the world. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. J'en profite donc en cette rentrée pour vous remercier à nouveau de continuer à nous soutenir puisque comme vous le savez, je l'ai déjà dit la semaine dernière, nous avons donc changé de plateforme en backup et puis de système de paiement. Nous sommes désormais sur Substack, donc s'il vous plaît, continuez de nous soutenir pour ceux qui le peuvent et puis pour les autres, vous pouvez aussi toujours vous abonner, que ce soit sur YouTube ou donc sur Substack en mode gratuit. En tout cas, on compte sur vous. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut chaque semaine, je le répète, vous proposer ces entretiens exclusifs. Alors, cette semaine, nous allons bien sûr parler de l'actualité. Depuis des mois, la France vit au rythme d'une instabilité politique et sociale persistante. Après la chute du gouvernement Bayrou lundi dernier, Emmanuel Macron a donc dégainé en urgence. Sébastien Lecornu s'est donc installé à Matignon dans la foulée de la démission de François Bayrou, une nomination express d'un fidèle parmi les fidèles qui pose une question de fond. Emmanuel Macron a-t-il encore un projet pour la France ou se contente-t-il de sauver son trône? Et puis, il y a la rue, la mobilisation de mercredi marquée par des débordements et des violences. Alors, une autre question s'impose. La rue appartient-elle encore aux Français ou a-t-elle été confisquée par une extrême gauche qui prospère sur le chaos? Pour en parler, ce dimanche soir, nous recevons un invité qui ne mâche pas ses mots. Il est de coutume de le recevoir dans les Incorrectibles, souvent quand on change justement de studio et à l'occasion des nouvelles saisons. Donc je suis très heureux de le recevoir à nouveau. Je le remercie d'ailleurs d'avoir accepté immédiatement de venir. Et c'est un peu particulier pour lui ce week-end puisque c'est donc au lendemain des Assises de la souveraineté, la rentrée, on peut le dire, politique de son mouvement, Les Patriotes, dont il est président. Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup donc d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Donc je le disais, c'est votre entrée politique ce week-end, donc avec les Assises de la souveraineté qui ont encore rassemblé plus de monde que l'année précédente. Alors je le disais, nous allons bien sûr parler de plusieurs sujets sur lesquels il sera intéressant d'avoir votre avis. Emmanuel Macron a-t-il encore un projet pour la France? Voilà comment j'ai intitulé la première partie de cet entretien. Ou se contente-t-il de sauver son trône? Nous allons donc vous poser la question tout simplement. Tout d'abord, une question simple, le timing de la nomination de Sébastien Lecornu, est-ce qu'il vous a surpris? Ça a été rapide. Qu'il n'y ait pas eu de dissolution? Non, ça, j'y croyais pas. Non, Emmanuel Macron est un homme qui a une psychologie adolescente, qui ne peut pas imaginer qu'il s'est trompé. Donc il a fait une dissolution en juin 2024, ça n'a pas fonctionné, mais dans son esprit, ça a forcément fonctionné. Et donc on ne peut pas refaire une dissolution, ce n'était pas concevable en fait. Peut-être qu'il sera forcé d'en faire une dans quelques mois, j'en sais rien, mais il me semblait là qu'il allait tout faire pour ne pas dissoudre. Et en fait, pour imposer
celui qu'il voulait imposer depuis longtemps. Hein. Il avait déjà tenté le coup d'avant et Bayrou s'était imposé à lui. Et là, c'est donc Le Cornu qui est... alors, les articles le présentent comme le meilleur ami de Macron, le chouchou de Brigitte, ça c'est la presse. Hein. Et l'homme qui a été ministre de la Macronie sans aucune interruption, il n'y en a pas beaucoup, hein, depuis le début du premier mandat en 2017. Il a tout le temps été secrétaire d'État, ministre. Donc c'est vraiment Macron qui se dédouble à Matignon. Plus en fait les Français sont en colère, plus il provoque. C'est de la provocation. Ça ne dit pas tout de l'usure de la Macronie, justement. Si, ça dit tout. Vous avez introduit en disant est-ce qu'il a un projet pour la France ou est-ce qu'il veut juste se maintenir dans son trône ? Je pense les deux. Je pense qu'il a un projet pour la France. C'est de la détruire. Ça, il a clairement un projet, c'est de détruire la France. C'est son projet pour la France. Et donc, évidemment, il ne peut pas se tourner vers le peuple français. Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Qu'est-ce qu'il devrait faire aujourd'hui ? Il devrait évidemment partir. S'il respectait l'esprit de la Constitution, comme le général de Gaulle l'a pensé et l'a mise en œuvre. Puisque le général de Gaulle, lui, quand il a été désavoué lors d'un référendum, en 1969, il a démissionné. Eh bien, Macron devrait partir. D'ailleurs, c'est lui-même qui disait, il y a quelques années, dans des colloques, je ne conçois pas autrement l'exercice du pouvoir que de partir si, à l'issue d'une dissolution, je suis minoritaire, alors je devrais partir. Et puis, il ne l'a pas fait. Et il s'accroche à son pouvoir alors je crois qu'il bat tous les records d'impopularité dans les sondages. Voilà. Donc il devrait partir, ce pouvoir est complètement en lambeaux. Y compris Sébastien Lecornu qui a, en termes de sondage, de popularité, ça commence pas fort. Ça commence en fait de plus en plus bas. Vous avez, avec Attal, ça avait commencé là, avec Barnier, ça a commencé là, avec Bayrou, ça a commencé là, et avec Lecornu, on est en train de creuser en fait, ça commence là. Voilà. Parce que ce pouvoir est en lambeaux. C'est vraiment ceux qui ont connu la fin des années Mitterrand. Moi, j'étais jeune, enfin j'étais collégien, mais je m'en souviens malgré tout. C'était vraiment délabrement. Enfin, c'est la fin du second septennat, c'était long. En plus, il était malade, et puis c'était les affaires, c'était Bérégovoy, c'était la cohabitation avec Balladur. Enfin, c'était une fin de règne terrible. Et là, en fait, c'est pire. C'est pire. C'est vraiment le respirateur artificiel pour maintenir en vie un pouvoir qui est mort, complètement détesté de tous les Français, complètement illégitime, hué, il n'y a plus rien qui passe, et pourtant il s'accroche, et en plus il essaie de faire passer des choses qui sont lourdes de sens. Et il pourrait au moins se contenter de ne rien faire. Non, il essaie de nous entraîner dans une guerre, il essaie de nous supprimer des jours fériés, de nous imposer une Europe fédérale. Enfin, il essaie de faire des choses en plus qui sont quand même très, très impactantes pour l'avenir de la France. Alors, lors de son discours de passation, Sébastien Lecornu a affirmé « Il va falloir des ruptures, je cite, et pas que sur la forme, pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond ». Vous croyez à ces propos ? C'était pas très sympathique d'abord pour ce pauvre Bayrou qui était, on l'a vu à côté, un peu blêmir à ce moment-là. Alors, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, la passation. Non, la passation, je pense qu'elle était un petit peu tendue. Je pense que c'était un peu rude pour Bayrou. J'ai l'impression que le pauvre, d'ailleurs, quand il lui a grillé la politesse en même temps, Bayrou, la dernière fois. Donc, c'est peut-être une volonté de revanche. C'est vrai, mais je crois que Bayrou, quand il a annoncé fin août qu'il allait demander le vote de confiance le 8 septembre, qu'il a perdu, je crois qu'il pensait pouvoir le gagner, ce qui est hallucinant. Mais apparemment, il a vraiment été surpris de l'ampleur et de perdre et d'être chassé en fait aussi vite. Alors que Bayrou, quand même, sa profession, c'est de se maintenir au pouvoir depuis 50 ans. C'est ça. Si vous voulez, s'il avait un CV, ce serait juste ça. 1980-2025, s'accrocher au pouvoir, rien d'autre. Par tout moyen, par tout poste, tout mandat possible. Professionnel de la politique. Un énorme professionnel de la politique. Un professionnel politicien, politicard. Vous voyez, c'est pas la politique, la belle politique avec un P majuscule. Bon, donc passation de pouvoir, et donc Lecornu, pour répondre à la question, nous dit on va changer, on va faire des ruptures sur la forme et le fond. Bon, la forme, peut-être qu'il parlera un petit peu plus vite que François Bayrou. Vous pensez qu'il serait capable de revenir sur la suppression justement des 2 jours fériés, vous ? S'il ne fait pas ça, il fera autre chose, mais écoutez, en quoi voulez-vous que Lecornu, qui bosse avec Macron depuis 8 ans, qui est son ministre depuis 8 ans, qui est son plus proche depuis 8 ans, qui a les mêmes orientations, européistes, otaniennes. Comment voulez-vous que Lecornu mène une politique de rupture sur le fond
avec le macronisme, c'est strictement impossible. Parce que c'est vraiment prendre les Français pour les imbéciles. Donc évidemment non. Alors je pense qu'il ne reproposera pas exactement, enfin je pense qu'il n'aura pas la bêtise de reproposer exactement le même budget que Bayrou. Il va faire un peu différemment, mais enfin ça sera globalement la même soupe. Hein. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron serait capable de craquer, de démissionner avant la fin de son mandat? Il faudrait vraiment que Brigitte l'exige, quoi. Je pense que ce serait la seule condition psychologique pour qu'il puisse le faire. Sinon, je pense qu'il n'en est pas capable. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'exiger et se battre pour. Attention. Hein, parce qu'on ne connaît jamais. Vous faites partie de ces gens qui demandaient la destitution du président? Démission ou destitution, son départ. Moi, je crois que la seule loi qui régit l'histoire, c'est la surprise. C'est pour ça que quand on pense deviner la suite, il faut toujours se méfier et rester très humble devant les forces de l'histoire. Et si on estime que Macron doit partir, alors on doit le dire et se battre pour que Macron parte. Même si on pense qu'il y a peu de chances qu'il démissionne. Oui, mais enfin bon, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se produire. C'est pour ça, si vous voulez, que je suis dans une incompréhension fabuleuse quand je vois le RN, mardi, là, dans quelques jours, qui va refuser de soutenir la motion de destitution qui arrive au Parlement, conformément à l'article 68 de la Constitution. Je pense qu'ils vont contre 90% de leur électorat. Ils attendaient de voir. Jordan Bardella a dit qu'il attendait de voir. Je crois qu'il attend de voir pour la motion de censure. Ah. Mais est-ce qu'il y a aussi effectivement une motion de censure contre le gouvernement? Mais là, je parle de la motion parlementaire de destitution de Macron. Oui, article 68 de la Constitution, qui va arriver. On sait qu'elle est déposée ce mardi, là, au Parlement. Il y en a quand même par qui? Par LFI. Mais peu importe. Je veux dire, moi j'ai dit, hein, ça peut être déposé par LFI, la gauche, la droite, l'extrême gauche. Ce serait déposé par les Vénusiens ou les Martiens. Il faudrait la voter, cette destitution. Il faut la voter. Enfin, si on place l'intérêt des Français et de la France au-dessus de tout, on se fiche complètement de qui dépose la motion de destitution. On la vote. Mais elle n'a que très peu de probabilité de devenir une réalité. Elle a, en fait... Je crois qu'il faut que le Parlement soit... il faut les 2 tiers à l'Assemblée, les 2 tiers au Sénat, puis les 2 tiers du Parlement. Je vais vous dire, je pense que c'est très compliqué au Sénat. On va pas mentir. Je pense que c'est très compliqué au Sénat. Mais je pense que c'est très faisable à l'Assemblée. Donc on n'aurait peut-être pas la destitution. Sur le plan symbolique, aurait une portée très fort. On n'aurait pas la destitution forcément, mais on aurait un vote de l'Assemblée nationale pour destituer le président de la République. C'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Et ça aurait une portée nationale et même mondiale extrêmement puissante. Et ce serait un facteur d'affaiblissement de Macron extrêmement intéressant. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment se prendre en main et vraiment la voter, cette motion de destitution. Un front politique commun contre le gouvernement, plus particulièrement, vous y croyez ou finalement c'est impossible? C'est-à-dire de qui? D'LFI au RN. Mais non, ils ne veulent pas. À chaque fois qu'il y en a un qui dépose quelque chose, l'autre ne le vote pas parce que c'est l'autre. Vous savez, on a l'impression d'être dans la cour de récréation. Avec qui on va jouer au même jeu. Ah bah non, mais moi je joue pas à ce jeu-là, même parce que tu y es, parce que tu es là. Je joue pas avec toi. Toi, tu n'es pas bien. On en est là, hein, c'est la cour de récréation. Hein. Alors, on parle quand même de la France. Donc non, je pense qu'ils ne seront pas capables de dépasser ça. Incapables. Regardez, motion de censure, le RN ne la vote pas. Destitution, il ne la vote pas. C'est hallucinant. Et je pense que si c'est le RN qui proposait la motion de censure, LFI ne la voterait pas. Vous aviez écrit un tweet qui était un petit peu mystérieux concernant la position de Marine Le Pen à ce sujet. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des discussions à ce sujet entre le président et elle? On sait que Sébastien Lecornu avait invité à dîner Marine Le Pen et Jordan Bardella. Moi, je pense que Lecornu va poser un problème au RN. Parce qu'il y a une forme de complicité personnelle entre Sébastien Lecornu et les dirigeants du RN, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En juillet 2024, Libération a révélé qu'il y avait eu des dîners secrets organisés par Thierry Solaire entre Bardella, Marine Le Pen et Lecornu. Quand on dit dîner secret, c'est qu'on peut se voir dans la vie politique. Moi, je ne suis pas choqué qu'un membre de l'opposition voit un ministre. On n'est pas en guerre civile. Mais quand on veut le rendre secret, c'est-à-dire qu'on ne le met pas à l'agenda, on s'arrange pour que ce soit chez quelqu'un d'autre, caché dans un appartement, pas visible, et surtout qu'il n'y ait pas de presse, évidemment, c'est que là, il y a une volonté qui n'est pas très saine, qui n'est pas très démocratique. Et puis ça a continué, puisqu'en avril dernier, le Canard enchaîné a révélé que les dîners continuaient avec Sébastien Lecornu. Lecornu qui, en plus, a une espèce d'habileté, il faut le dire, de parfois repeindre un peu son langage et ses discours en bleu, blanc, rouge.
c'est un ministre macroniste, mais qui parfois dit des choses un peu surprenantes. Ministre des Armées, il a fait des interviews dans des revues spécialisées sur l'industrie de défense en disant « Je suis le ministre le moins européen du gouvernement ». Ce qui est audacieux quand on est macroniste de dire ça, puisque les macronistes portent l'Europe au nu. C'est vraiment, il n'y a rien au-dessus de l'Union européenne pour eux. Donc c'est quand même assez audacieux. Donc je me suis dit, bon, bah tant mieux. Mais en réalité, derrière, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de concrétisation. Il aurait pu faire un coup d'éclat sur la guerre d'Ukraine en disant, moi je ne suis pas, il était ministre des Armées, il aurait pu démissionner. D'autres l'ont fait avant lui. Chevènement, ministre de la Défense, en désaccord avec la guerre du Golfe, a démissionné. Non. Bon. Donc si vous voulez, je me suis dit, c'est purement verbal, et c'est à mon avis même une stratégie de manipulation. Il repeint en bleu, blanc, rouge, parce que d'abord, il gérait l'armée et que beaucoup des soldats en France sont plutôt patriotes. Enfin, heureusement d'ailleurs, l'armée française est plutôt très majoritairement attachée à la France, beaucoup moins, je crois, à l'Europe. Et donc, il leur parle, et puis je crois qu'il essaie de rouler dans la farine le RN, qui, à mon avis, se fera avoir volontairement ou pas. Alors, on va en parler du RN dans un instant. Juste, Sébastien Lecornu a aussi dit qu'il va falloir changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans notre manière de travailler avec les oppositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que c'est pas très sympa pour Bayrou et ses prédécesseurs. Parce que c'est quand même, il dit ça, j'ai vu ça. Hein. J'ai vu ça, Bayrou était vraiment à 80 cm et il faisait vraiment une drôle de tête. C'est pas très très sympa. Ça veut dire qu'il a. Non, mais psychologiquement, ça veut dire qu'il a confiance en lui pour dire ça devant tout le monde. Ça veut dire qu'il sait qu'il a le soutien de Macron. Vous savez, n'oublions pas, hein, il est très 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 proche de Macron et de Brigitte. Et Brigitte, elle joue manifestement. Il faut être chouchou de Brigitte. Hein. C'est Brigitte et les garçons. Hein. C'est le sitcom macroniste, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez Gabriel qui est devenu Premier ministre, tel ou tel, je ne sais plus, qu'elle aimait bien, sont devenus ministres. Lui, son chouchou devient Premier ministre. Enfin, c'est quand même assez incroyable, ça. Donc, ça veut dire d'abord ça, qu'il a une confiance en lui, une estime de lui, une confiance en lui énorme, parce qu'il se sait soutenu par le couple, ce que je les appelle, moi, les Thénardier de l'Élysée. Hein. Donc, les Thénardier le soutiennent. Et puis, au-delà de ça, ça ne veut rien dire. Bon, je ne sais pas, sur le fond, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quelle est la différence de logiciel entre cet homme-là et Macron sur le fond? Enfin, aucune. Ça se saurait. Franchement, ça se saurait. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, là je parlais plutôt de la motion de censure. Manuel Bompard a déjà déclaré donc, qu'elle LFI déposerait une motion de censure si Lecornu ne demandait pas la confiance de l'Assemblée. Pour justement le RN et Jordan Bardella, c'est ou la rupture ou la censure quand même. Il a dit ça, ce sont ses mots. C'est quoi la stratégie des patriotes pour vous? Qu'est-ce qu'il faut immédiatement faire? Faut faire partir Lecornu de Matignon tout de suite? C'est du sérieux, la motion de censure, c'est du théâtre. LFI défend les Français ou fait son buzz médiatique. Bardella, qu'est-ce que c'est? C'est une posture Nous, aux Patriotes, notre stratégie est la même depuis le départ. Moi, j'avais la même sous Barnier, sous Bayrou et là, sous Lecornu. Il faut censurer tout de suite. On est à un tel point de déliquescence du pouvoir, on est au bout du régime et du règne. Là. On est en fin de règne terminal, si vous voulez. Donc, il faut hâter les choses. Plus on censurera, plus Macron sera embêté. Il faut de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, je ne sais même pas s'il faut dissoudre. J'attends pas grand-chose en fait de la dissolution. Moi, j'attends surtout le départ de Macron, qui d'ailleurs ne réglera pas tout. Hein. Vous connaissez nos positions sur la récupération de notre souveraineté nationale, qui est quand même le point majeur. Et ce n'est pas le départ de Macron qui nous redonnera notre souveraineté. Mais aujourd'hui, c'est le verrou à faire sauter. Mais en même temps, vous respectez les institutions quand même, ouais. Florent Philippot. Je respecte. La motion de censure est dans la Constitution. Non, mais pour le départ de Macron. Aussi. Oui, mais Emmanuel Macron a été investi des pouvoirs pendant un mandat. Il a le droit de se maintenir. C'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. Mais enfin, moralement, peut-être discutable. On a aussi parfaitement le droit de le destituer. C'est prévu par la Constitution. Et je crois que c'est très sain qu'il y ait des démissions en politique. Vous savez, il y a des pays où... C'est vrai que vous n'êtes pas très nombreux quand même à demander la destitution d'Emmanuel Macron. Je crois que parmi les Français, on est nombreux, on est majoritaire même. Mais vous savez, il y a des pays, même pas très loin. Vous allez en Belgique, vous allez dans les pays du Nord, je crois même en Italie. Vous avez au Royaume-Uni régulièrement des ministres qui démissionnent, ou Premier ministre même, on l'a vu au Royaume-Uni il n'y a pas très très longtemps, quand ils estiment que ils ont manqué à leur devoir, ou qu'ils ont raté quelque chose, ou voilà, ils s'en vont, ou qu'ils ne sont pas d'accord avec une ligne, ils s'en vont. En France,
Pour pousser à la démission, on a l'impression qu'on doit prendre les avantages du pouvoir. Alors on prend le chauffeur, la voiture de fonction, l'appartement de fonction, Bon, le allez, beau salaire. On a destitué Emmanuel Mais par Macron. contre, on a les privilèges, mais on n'a pas les devoirs. C'est ça la conception française. C'est une conception encore de cours. Hein. C'est quand même hallucinant. Enfin, je veux dire, on prend les privilèges, qui sont d'ailleurs trop nombreux, il faudrait sabrer dedans, mais on a aussi des devoirs et des responsabilités. Bon, alors admettons, la destitution de Macron a été jusqu'au bout. Qui pour sauver la France après lui? Une union des droites, comment faire? Ah, moi, je ne suis pas sur droite-gauche. Donc, si vous voulez, je pense que c'est le piège du système, cette histoire de droite et de gauche. Il faut arrêter avec cette histoire. Bah, surtout que vous étiez plutôt gauche, même si vous êtes passé au Front National. National. Vous voyez, c'est vous bien veniez que de la vous gauche disiez, de c'est Jean-Pierre bien que vous Chevènement. disiez ça, parce que sinon, après, d'autres me diront que vous étiez extrême droite. Donc, ça veut dire que je suis rien du tout, je suis français et je suis gaulliste. Gaulliste, ouais. Et De Gaulle, vous l'entendrez jamais de sa vie se considérer de droite ou de gauche, jamais. Parce qu'il a toujours. Ce que je veux dire, c'est que vous veniez de chez Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est-à-dire que j'étais souverainiste. 2002, il ralliait des gens. Vous savez, auprès de Chevènement en 2002, il y avait Paul-Marie Couteau. Je ne sais pas si vous mettez spontanément Paul-Marie Couteau à gauche. Il y avait même un des fondateurs de l'UDF à l'époque, qui n'était pas un parti considéré à gauche. Et puis, il y avait même des royalistes, des monarchistes qui étaient du côté de Chevènement. Il y avait des gens de partout. Bon, bah voilà, parce que c'était des gens qui mettaient la France au-dessus de tout. Et moi, j'ai continué cette cohérence. Et vous voyez bien que cette cohérence, alors union des droites, je me mettrais avec Louis Sarkozy. Qu'est-ce que je partage avec Louis Sarkozy? Il est candidat à Menton, lui. L'américain, je veux dire, américain complètement fan de la conception américaine des choses, otanisé. Puis le sarkozysme, c'est quand même un enfer, quoi. C'est vraiment une trahison totale de la France. J'ai rien à voir avec tout ça. Je me mettrais avec Valérie Pécresse. Il est très sévère. Donc, attendez, par contre, Nicolas Sarkozy a sorti une vidéo là, il y a peu de temps, enfin, qui a été... Hmm. Je ne sais pas si elle a été volée ou en tout cas prise lors d'une conférence, où il était très sévère à l'égard d'Emmanuel Macron. Il lui disait qu'il ne l'écoutait jamais. Il lui donnait des conseils pour ne jamais l'écouter. Oui, à un moment, il y avait une love story entre Sarkozy et Macron. Macron le recevait souvent. Je pense que... Je ne crois pas un instant que ce soit ça les vraies raisons. Je ne pense pas que ce soit des gens suffisamment d'honneur pour être piqués au vif sur des raisons de fond politiques. Ça me paraît un peu trop noble, presque comme motivation. Je pense que Macron lui a fait une crasse ou lui a pas rendu le service qu'il attendait à titre personnel sur je ne sais quelle affaire ou quel sujet. Bah déjà, les Légion d'honneur. Oui, j'ai eu des histoires comme ça. Ces gens-là ne peuvent être qu'à ce niveau-là. Je peux vous assurer que ce ne sont pas des controverses de fond sur l'avenir de la France. Je pense que ça les intéresse pas beaucoup. Je pense que c'est parce qu'il ne m'a pas rendu le service, l'appareil, le petit truc qu'il devait me donner et qu'il ne m'a pas donné. Donc il doit lui en vouloir. Donc il lui fait quelques misères. Maintenant, c'est tout. C'est un peu mesquin. Ces gens-là en sont là. Donc moi, je ne suis pas l'union des droites ou l'union des gauches, je suis l'union des patriotes. Et sur un critère assez simple. Moi, j'ai déjà fait beaucoup d'alliances, d'ailleurs, dans des élections ou des événements. Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'allier avec quiconque demande à minima un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Voilà. Moi, vous mettez un référendum sur le Frexit dans votre programme, vous engagez à le faire. Nous, on ne met même pas le référendum, on le fait directement. Hein, parce que je pense que si on est élu, les gens sauront qu'on le fait, donc il n'y a pas besoin de référendum. Mais au moins mettre un référendum, et on peut discuter et faire des alliances. Et ça concerne quand même potentiellement beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Vous voyez ? Donc je suis très ouvert à ce type de rassemblement. Et ça, moi, je ne regarderai pas s'il y a une étiquette de droite ou de gauche. S'ils ont un maillot rose ou un maillot bleu. Franchement, ça, je m'en fiche vraiment complètement. Oui, mais vous disiez, droite-gauche, je ne sais pas, mais moi, je parlais plus généralement l'union des droites, parce que c'est plutôt de ce côté-là qu'il y a plus de souverainistes. En tout cas, aujourd'hui, je n'en vois pas beaucoup, à part Arnaud Montebourg du côté gauche. Cette union des souverainistes en France, c'est un leurre au final. On ne va pas revenir sur ce débat, mais c'est vrai que finalement, vous n'arrivez pas à vous entendre. Quoi. C'est ça qui est fou. Quoi. C'est pas ça, c'est qu'il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc moi, je ne peux pas forcer ceux qui ne veulent pas à le faire. Mais vous savez, de toute façon, à un moment, on n'aura pas le choix. Les Français et les souverainistes, à la base, ils le veulent. À Arras, vous avez vu, on a mis une urne pour que les gens votent pour une primaire souverainiste à la présidentielle. Ils ont très majoritairement voté pour, parce que la primaire, c'est la seule manière d'obtenir un candidat unique à la présidentielle. Et peut-être même qu'on n'aura pas besoin de la primaire, parce qu'il y aura un fédérateur naturel qui sera là, et qu'on devra suivre, et qu'on devra aider, et qu'on devra être à ses côtés. Et donc, il y aura une candidature unique, très forte, et je pense qu'elle peut chambouler complètement le jeu présidentiel. Qu'aujourd'hui, il y a une attente chez les Français de ce discours de Frexit, d'indépendance. Si elle avait lieu, cette primaire, vous pourriez vous y plier, c'est-à-dire
si vous je n'arrivez la pas en propose. tête et que ce soit Ah oui, c'est le Dupont-Aignan principe. ou Asselineau, C'est qui le soit devant, vous accepteriez de J'ai fait ne une pas y aller. vidéo mi-juin où je pose le principe d'une primaire, je la propose à tout le monde. Je la propose à François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Juan Branco, tous ceux qui veulent et qui mettent au moins, je l'ai dit, comme critère, le référendum sur le Frexit dans leur programme, pour qu'au moins il y ait un critère qu'on soit d'accord. Et j'ai dit, voyons ensemble les modalités pratiques, je ne vais pas définir pour tout le monde, ayons une collégialité pour l'organiser, mais je la propose, donc je m'y plie. Et le principe d'une primaire, sinon il n'y a pas de primaire, c'est qu'avant ça, on s'engage à soutenir le gagnant. On fait une belle campagne, 2-3 mois, avec le peuple souverainiste, on organise les choses de manière respectueuse, hein, mais on peut avoir des vrais débats de fond, mais de manière respectueuse. Et puis c'est le peuple souverainiste qui tranche. Mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin parce qu'on aura un fédérateur qui va émerger et que son panache bleu-blanc-rouge, nous mettrons tous très naturellement. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, la situation de la France est tellement grave que croyez pas que je vais mettre mon ego avant la France ou mon parti avant la patrie. Moi, je mets la patrie avant mon parti. Vous voyez ? Mais je pense que nous pouvons utilement contribuer. Ce qu'on a fait à Arras contribue à cela. Et dès qu'on a pu le faire à toutes les élections, on s'est alliés. Et aux européennes, si Nicolas Dupont-Aignan ne nous avait pas planté 3 jours avant la conférence de presse, Jean-Frédéric Poisson, Pierre-Yves Rougeron et moi-même, eh bien, on aurait fait une liste de rassemblement avec lui, en plus. Mais il a préféré faire autrement. Donc, non, nous, on n'a objectivement pas de tort là-dessus. Et on essaie toujours de le faire. Et après, je ne peux pas forcer ceux qui ne veulent pas. Mais je pense que de toute façon, la logique de l'histoire, c'est que ça se fera. Parce que notre camp est appelé à gouverner. Forcément. Forcément. Il reste une option dans la tête des gens, peut-être, c'est le RN, aujourd'hui. Et encore, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très en forme. Il y a quand même des gens qui commencent à y voir un peu clair dans leur jeu. Mais vous savez, le RN arrivera au pouvoir, au bout de 6 mois, il serait à 10% dans les sondages de popularité. Parce qu'en restant dans l'UE, l'OTAN, l'OMS, Schengen, le marché européen d'électricité, tout ça, je peux vous assurer que le RN aurait les mêmes résultats catastrophiques que Macron et ses prédécesseurs. Forcément, naturellement. Alors justement, parlons de l'image de la France. Donc on doit être prêt. Donc dans on le sera monde, prêt, on sera justement, prêt. et en Europe. Bon, bah écoutez, on verra bien. De toute façon, l'avenir, comme vous le dites, le dira. Le Financial Times a écrit, je cite, « Les marchés voient désormais la France comme faisant partie de la périphérie de la zone euro face aux inquiétudes grandissantes. » La France, c'est devenu une nouvelle risée de la planète ? Oui, et là on est dans... Alors il y a une tribune très intéressante qui est sortie cette semaine dans le Est-ce que c'est Figaro. encore une grande puissance, la France, ou c'est un pays qui est relégué d'après vous ? En fait, pour vous répondre, la France, elle a tous les atouts d'une grande puissance. C'est une grande puissance potentielle. Mais aujourd'hui, elle n'a plus la politique d'une grande puissance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être. Nous avons encore, du point de vue même industriel, agricole, sans aucun doute encore, scientifique encore, territorial avec l'outre-mer, maritime, culturel évidemment, linguistique, diplomatique avec un gros réseau diplomatique qui subsiste, avec ce poste de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la puissance nucléaire, oui même du point de vue de la puissance militaire encore, nous avons encore tous les attributs d'une grande puissance. Mais nous avons à la tête du pays depuis, et ça dépasse Macron, Macron est peut-être le plus grave d'entre tous, mais ça a commencé à aller au moins avec Giscard. On a des présidents, des chefs, des dirigeants qui voient la France en petit et qui veulent même faire la France la plus petite possible, puisque la France la plus petite possible est la seule compatible avec le projet européen. Vous ne pouvez pas à la fois avoir une France puissance mondiale, la France aux 30 frontières, parce qu'avec l'outre-mer, on a 30 frontières. La France présente sur tous les fuseaux horaires, seul pays au monde qui est concerné aujourd'hui, il n'y en a plus d'autres. Et en même temps, être un land de l'Empire bruxellois, ça n'est pas possible, ce n'est pas compatible, chacun le comprend bien. C'est pour ça d'ailleurs que Valls, avec Macron, se sont évertués à essayer de se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie, contre 3 référendums locaux qui ont montré pourtant l'attachement à la France, ce qui est très grave. Très grave d'avoir trahi ces référendums et de trahir la France. Et vous voyez, parce qu'ils veulent la France la plus petite possible. Donc en fait, aujourd'hui, bah oui, on en est là. On a un résidu de France, ce qu'on pourrait appeler une sous-France, dans tous les sens du terme, une sous-France et une sous-France, alors qu'on devrait avoir une grande France et qu'on a toutes les raisons de l'avoir. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est à pleurer, quoi. C'est qu'on a tellement d'atouts dans nos mains, on a de l'or dans les mains, et eux, ils en font de la boue systématiquement. Et pour vous, la seule solution, c'est de passer par le Frexit ? Le Frexit, c'est un moyen. La seule solution pour que les nations vivent, c'est qu'elles soient indépendantes. Est-ce que vous ne croyez pas, Florent Philippot, en pur
question, on va dire politicienne un petit peu, que le fait d'être cantonné qu'à cette unique, enfin en tout cas, on vous perçoit pour les gens qui ne vous connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas tous les éléments de votre programme, vous êtes résumé pour beaucoup à uniquement cette idée de Frexit. Est-ce que vous ne croyez pas justement, pour que justement vous puissiez peut-être monter encore plus, est-ce que ce serait peut-être bien de peut-être envisager que ça ne se fasse pas, quoi, parce que finalement, on le voit bien, les électeurs, à chaque élection, que ce soit vous, je le disais, Dupont-Aignan ou Asselineau, bon, les électeurs, ils ne vous apportent pas leur suffrage en nombre quand même. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que les Français sont résignés à ce qu'il n'y ait pas de sortie de l'Union européenne? Laurent, vous savez, moi j'ai toujours... Alors moi j'ai vraiment... D'abord... S'ils en voulaient du Frexit, comment... posons-leur la question, je vais vous dire. Est-ce que vous avez sérieusement le sentiment, par exemple aux élections européennes en 2024, qu'on a pu avoir en France un débat sur le Frexit parce qu'il y avait notre liste et celle de François Asselineau. Il y en a peut-être une ou deux autres qui défendaient aussi le Frexit plus marginalement, mais les deux principales, c'était celle-là. Est-ce que vous pensez que malgré la présence de ces deux listes, ça a permis un débat sur le Frexit en France? Bien sûr que non. Vous avez vu comment étaient biaisées les règles intégralement. Faisons un référendum sur le Frexit, on verra bien. Moi, je crois comme Macron, pour le coup, qui avait dit ça à la BBC en 2018, je pense qu'on le gagnerait. Oui, il avait dit à la BBC, si on faisait le même référendum que vous, on aurait le même résultat en France. C'est pour ça qu'il ne le fait pas d'ailleurs. Non, moi, je suis persuadé. Vous savez, tant mieux si on me connaît pour le Frexit. Pourquoi? Parce que les autres, Mais du coup, on vous caricature un petit peu. On vous dit, qu'on me caricature sur l'indépendance, ne me gêne pas. Ces gens-là n'ont que le Frexit à la bouche. Non, mais les autres ne parlent tellement pas du sujet européen. Ils mentent tellement. Vous êtes caricaturé, c'est vrai. Bon, tant pis. Matin, midi et soir, les autres mentent tellement là-dessus. De LFI au RN, tous. LR, PS, etc. En faisant des promesses de campagne dont ils savent qu'elles ne sont pas tenables. Aucune. Je vous en donne une encore, les gens sont peu au courant. L'AME, l'aide médicale d'État. Je fais exprès de prendre celle-là parce que le RN, Reconquête, on va y venir, même LR, vous en parle souvent en disant il faut supprimer l'AME, etc. etc. Okay. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus supprimer l'AME. C'est rentré dans le droit européen. Ah ça, ils oublient de vous le dire. Ah, on peut supprimer l'AME. Il faut d'abord être un pays indépendant. Ah, mais c'est pareil pour lutter contre le Mercosur, pour avoir une agriculture de proximité, pour faire du protectionnisme. C'est pareil pour retrouver des frontières nationales. C'est pareil pour avoir le droit d'expulser qui on veut. Je parle aussi d'ailleurs de la sortie de la CEDH là-dessus. C'est pareil si on veut, par exemple, retrouver notre liberté d'expression et arrêter la censure des réseaux sociaux avec le DSA, ou chat control qui va arriver. Et là, vous comprenez qu'en vous disant tout ça, je suis en train de définir une politique. Mais je suis obligé de partir du prémisse, c'est-à-dire retrouver notre indépendance. Parce que si je ne l'explique pas, ce qui s'appelle le Frexit, notamment, enfin, c'est surtout l'Union européenne, il y en a d'autres, mais c'est surtout l'Union européenne et l'euro. Mais à partir de là, je pars de là, mais je développe ensuite une politique agricole, de circuit court, de qualité. Si on peut mettre au maximum du bio et de la permaculture, faisons-le, où on pourra donner un prix à nos agriculteurs. Vous voyez, une politique où on arrête l'immigration, on expulse qui on veut, on retrouve des frontières nationales. Je définis une politique, un contenu. Mais je suis obligé de partir du prémisse qui est nous devons pour cela retrouver notre indépendance. Sinon, je suis dans le débat, dans le théâtre politicien comme les autres. Et je pense qu'on crève de cela. Parce que élection après élection, les gens votent pour des programmes en pensant qu'ils sont applicables alors qu'ils ne le sont pas. Et le RN aujourd'hui est dans le même sac, ce qui n'était pas le cas avant, puisque jusqu'à mon départ, et mon départ s'explique par cela, ils défendaient le Frexit. Donc il y avait une cohérence qui est aujourd'hui anéantie. Alors justement, avant d'aborder le contexte social et les récentes manifestations, un petit mot justement sur Marine Le Pen. Son procès en appel aura lieu, on l'a appris, du 13 janvier au 12 février 2026. Pour vous, est-ce que Marine Le Pen a encore une chance de voir son inéligibilité annulée? Bon, je ne suis pas juge. Je pense, bon, après, je vais quand même pas faire de langue de bois. Moi, je ne crois pas. Je pense que le candidat, je pense que ce sera Jordan Bardella. Je pense. Bon, à la présidentielle de 2027. Peut-être que l'été prochain, quand on aura le rendu de la justice, peut-être que je serai démenti. Et j'en sais rien. Mais j'ai l'intuition, ayant vu et ayant lu le premier jugement, qui est quand même lourd, ayant vu que manifestement il n'y avait pas de nouveaux arguments entre-temps. Certains disaient que son dossier était implaidable. Vous partagez cet avis? C'est compliqué. Et puis d'ici janvier, je ne suis pas sûr qu'ils aient apporté beaucoup de nouveaux éléments. Donc je ne vois pas très bien ce qui pourrait faire que ça change. Alors peut-être je sais qu'ils veulent forcer un peu les choses en se présentant quand même et en demandant au Conseil constitutionnel de trancher. Peut-être en espérant de leurs copains Ferrand qu'ils ont fait nommer là, qu'ils leur rendent l'appareil. J'espère que ça n'est pas pour cette raison qu'ils ont accepté
cette nomination scandaleuse de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, parce que je vous signale qu'on se le paye jusqu'en 2034. Ça aussi, c'est une réforme institutionnelle qu'il faudrait faire. On a un président du Conseil constitutionnel pour 9 ans, jusqu'en 2034. Donc lui, il va connaître 2 présidents encore là. Et après, si ça sera peut-être Bardella. Vous disiez d'ailleurs ici, il y a quelques mois, que Jordan Bardella voulait être candidat à la place de Marine Le Pen. Si elle est rééligible, allez, scénario qu'on peut envisager quand même, est-ce qu'on peut imaginer une guerre interne au RN, comme finalement il y en a eu un petit peu au moment de votre départ? Oui, mais pas du tout sur les mêmes sujets. Moi, c'était un sujet de fond. Est-ce que vous pensez que ça peut mal se passer entre eux? Si les deux sont éligibles, enfin Bardella le sera, et si Marine Le Pen l'est, oui. Je pense qu'il y aurait une guerre, oui. Oui, je pense qu'elle ne se laisserait pas faire comme ça. Pourtant, elle lui renouvelle tout le temps son soutien. Elle a dit que là, il allait y avoir forcément des législatives de manière inéluctable et qui seraient... Vous savez, en politique, c'est plutôt mauvais signe, ça. Vous avez vu ce qu'a dit Macron juste avant que Bayrou dégage? Il n'avait jamais dit ça. Il a dit ça une semaine avant l'annonce qu'il allait demander la confiance. Il a dit dans Paris Match. Il a fait une grande interview en disant « Mais Bayrou, c'est mon ami, on s'entend tellement bien, je le soutiens de tout mon cœur, de toutes mes forces, c'est vraiment mon ami », il l'a dit 2 fois. Il n'avait jamais dit ça de Bayrou et tout le monde sait que c'est faux. Donc c'était le baiser de la mort. Là franchement, c'est jamais très bon signe quand on vous dit on s'adore. C'est plutôt pour essayer de masquer les choses. Non, mais je pense que oui, je pense qu'il y aurait une guerre. Après, l'intérêt de Jordan Bardella, ce serait une démission rapide d'Emmanuel Macron, selon vous? Ah oui, bien Parce que là, il a le vent en poupe quand même, Bardella. Faut quand même. S'il y a une démission rapide, s'il y a une démission de Macron. Oui, Marine Le Pen, par définition, là, pour le coup, alors à moins qu'elle tente son histoire au Conseil constitutionnel, mais je pense que ça ne fonctionnerait pas, elle ne serait donc pas candidate. En plus, elle n'aurait pas le temps d'organiser une contestation, etc. Donc ce serait forcément Bardella. Et voilà. Après, est-ce que ça veut dire qui gagne? Ça, c'est pas du tout certain. Voilà, Jordan Bardella président, vous y croyez ou pas? Tous les voyants sont ouverts quand même. Il l'était aussi pour tant de monde dans le passé, au même moment. Beaucoup parlent d'un profil beaucoup trop fébrile. Est-ce que vous partagez cet avis? Écoutez, le RN, il est toujours dans l'opposition ou il joue un double jeu pour vous? Être chef d'État, excusez-moi, mais il faut avoir beaucoup d'expérience, il faut avoir beaucoup de sagesse. Et je crois que être chef d'État, c'est pas une punchline sur TikTok. Être chef d'État d'une puissance comme la France, surtout à une époque où c'est devenu extrêmement compliqué, tout est interconnecté, etc. Je crois que ça suppose d'abord d'avoir une bonne connaissance du pays, de son peuple, et si possible d'avoir une expérience de vie. D'ailleurs, les grands chefs d'État dans le monde, ils n'ont pas 28 ans ou 29 ans ou 30 ans. Je sais pas quel âge. Non, il va avoir 30 ans là. Je ne sais pas quel âge a Bardella, 30 ans. C'est pas ça. Vous regardez Xi Jinping, vous regardez Poutine, vous regardez Trump, vous regardez les présidents, ils n'ont pas cet âge-là. Voilà. Donc je crois qu'il faut être raisonnable. Voilà. Et que Bardella n'a pas d'expérience en dehors de celle d'apparatchik au Front National et au RN. Il n'en a pas. Aucune. Alors, on va dire, il est méprisant, etc. Je ne suis pas du tout méprisant. Ça vous a surpris qu'il Je dis que vous qui connaissez peut-être qu'on en reparlera dans 20 ans ou 30 ans et que le temps aura fait son œuvre et qu'il aura appris des choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lieutenants au RN, que ce soit Sébastien Chenu, il y en a d'autres. Mais il faut être sérieux. Et par ailleurs, que... attendez, juste au-delà de ça, pour ne pas rester juste l'aspect personnel, mais pour moi, être important, je ne veux pas être démagogue, je dis ce que je pense, mais sur le fond aussi, il faut une doctrine pour la France. Qu'est-ce qu'il pense sur la France ? J'ai beaucoup plus de mal encore à le dire que Marine Le Pen. Et encore Marine Le Pen, je crois que je la connaissais moins bien que ce que je pensais, parce que je pensais qu'elle avait vraiment des convictions solides, elle était moins solide que ce que je pensais. Mais Bardella, pour le coup, je crois que c'est très creux. C'est vraiment des éléments de langage, de la punchline, beaucoup de média training. Je ne dis pas que c'est mal d'en faire. C'est bien d'être compétent en termes de communication médiatique, etc. Il vaut mieux être bon que pas bon, par définition. Mais c'est évident que ça ne remplit pas, un personnage. Et donc, voilà, mais j'aurais pu dire la même chose de beaucoup d'autres. J'étais très dubitatif sur Gabriel Attal, Premier ministre déjà, vous voyez, par exemple. Mais bon, donc non, moi je ne vois pas Bardella président, et en plus connaissant, en tout cas pour le coup, quelques-unes de ses orientations politiques comme président du RN, quand je le vois comme ça saluer, tout sourire Zelensky, c'est-à-dire montrer, donner des gages, et publier ça, il n'était pas obligé de le publier. Il le publie pour donner des gages au système, pour montrer qu'il est dans leur camp, dans le camp du système. Quand je le vois
sur ses positions politiques, refuser la destitution, refuser la motion de censure, ne plus vouloir du tout sortir de l'Union européenne, rester dans ce système, même le marché européen d'électricité, on y reste, Schengen, on y reste, enfin une espèce de manque de courage, de manque d'audace incroyable, je me dis qu'est-ce que ça changerait à la politique de la France? Ça ne changerait rien. Avec en plus un problème personnel, d'expérience, je pense qu'on serait dans le beau drap. Hein. Justement, petite parenthèse avec justement, vous parliez de relations internationales, Donald Trump, il n'y avait pas eu un soutien exceptionnellement visible au moment de l'élection présidentielle de Donald Trump aux États-Unis. Ce qui s'est passé cette semaine, on en a beaucoup parlé aux États-Unis avec ce meurtre épouvantable de Charlie Kirk. Quelle a été votre réaction? Alors, Charlie Kirk, je dois vous avouer que moi, je ne le connaissais pas. Après, je me suis renseigné. Je pense que j'aurais été aux États-Unis, je l'aurais bien connu, mais bon, j'étais un peu loin de tout cela. C'est effroyable. Ça dit quoi? Les images, d'ailleurs, étaient glaçantes. Ça dit que quand l'autoproclamé camp du bien, vous savez, tous les progressistes, les gens qui sont très tolérants, hein, ceux qui sont le bien, les antifascistes, le bien. Je remarque quand même qu'aux États-Unis et un peu partout dans le monde, ce sont systématiquement eux qui tuent, qui agressent, qui violentent. L'extrême gauche? Oui, ce sont des gens d'extrême gauche qui, alors, soit conscients de ce qu'ils font, soit manipulés, parce que n'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a un État profond, il y en a un en France aussi, enfin, le Deep State aux États-Unis, dont parle si souvent Trump, il n'est pas mort. Or, Charlie Kirk, c'est quelqu'un qui avait des positions très gênantes pour le système. Et qui était très écouté par la jeunesse. Ces fact-checkers en France pitoyables comme Tristan Mendes France, qui horrible, monstrueux. fait un tweet épouvantable et qui l'a retiré aussitôt. On a vu Sergueï le mytho, là, moi je l'appelle comme ça. Sergueï Girnov sur LCI. Sur LCI, qui soi-disant était dans les services secrets russes. Ce type est encore sur le LCI, c'est délirant, c'est un menteur professionnel, un mytho. Et qu'il a justifié le meurtre, l'assassinat. Il a fallu que Darius Rojbin intervienne et ensuite il a bredouillé 2-3 trucs. Et puis il y avait une autre journaliste, je ne sais plus son nom. Samantha de Berne. D'accord, qui sur le plateau disait mais de toute façon Trump c'est Hitler. Non mais on est dans un niveau de folie. Alors là je sais pas, l'Arcom n'a rien à dire là. On va fermer C8 parce que je sais pas, on a parlé des vaccins, c'est ça. Par contre, ça pose la réduction ça passe crème. Ad Hitlerum, ce que j'avais même dit moi aussi à mon petit niveau sur Internet cette semaine, je dis que tous ces gens qui continuellement emploient le qualificatif d'extrême droite pour justement, on va dire, justement invectiver ou en tout cas déconsidérer leurs opposants politiques, est-ce qu'ils n'ont pas du sang sur les mains? Bien sûr, mais ils mettent des cibles sur les gens. Bien évidemment, c'est d'ailleurs la réaction de Trump. Disqualifié, justement. Trump a réagi par une vidéo, une allocution à l'assassinat de Charlie Kirk, et il a dit ça. Il a dit à force, vous savez, de traiter les gens comme ça, de les hitlériser, etc., vous en faites des cibles. Et ce camp du bien, qui peut être manipulé par ailleurs par l'État profond, parce que moi je ne sais pas qui a vraiment tué Charlie Kirk, qui avait des positions par ailleurs très courageuses contre la guerre d'Ukraine. Attention, il avait des positions qui heurtaient les intérêts du système. Il était écouté par des millions de jeunes Américains, notamment, très influent, une espèce de figure comme ça, de la sphère MAGA. Donc c'était une pièce assez maîtresse de la sphère MAGA. Je le découvre sur un tard, mais je me suis bien renseigné, en tout cas entre-temps. Et par ailleurs, il avait des positions pendant le Covid aussi très courageuses contre Big Pharma, etc. Donc, je ne sais pas si c'est simplement un loup solitaire d'ultra-gauche ou si c'est un type d'ultra-gauche utilisé par un truc plus dangereux, une mafia, un État profond. Ça me fait penser à Fico, qui a failli mourir, le Premier ministre slovaque, mai 2024. Il s'est pris 4 balles dans le corps. On a trouvé j'allais dire son assassin, en tout cas celui qui a tenté de le tuer, puisque Dieu merci, il est resté 3 mois à l'hôpital, mais il n'est pas mort. C'était un type pareil, alors Bayrou aurait dit un boomer, d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, progressiste, européiste, adorateur de Zelensky, tout ça. Donc le camp du bien. Et celui qui a failli tuer Trump, 13 juillet 2024, pas passé loin. À une oreille près, c'était le même profil. On a toujours, en fait, ces gens-là, et vous avez vu les manifs du 10 septembre en France. On va y venir, justement. Alors, pas partout, mais notamment place de la République. Violence contre, il y avait les jeunes femmes très courageuses, là, le collectif Némésis, c'est ça, qui était là-bas, et les jeunes femmes elles se sont faites. Il y en a une qui se fait tirer par les cheveux, traîner par terre. Ils sont d'une violence. Et c'est les mêmes qui vont vous dire, nous, on combat les fascistes, on est les gentils, etc. Mais il faut avoir aucune tolérance pour ces gens-là.
il faudrait les cibler beaucoup plus. Moi, je n'appelle pas, contrairement à eux, à la violence, mais je dis qu'il faut qu'on neutralise politiquement ces gens-là et qu'on arrête de leur dérouler le tapis rouge médiatique, politique, parce que ce sont des gens qui sont des assassins, qui ont du sang sur les mains, qui sont des violents, voilà, et qui sont en plus souvent les idiots utiles d'un système qu'ils croient combattre. Alors justement, venons-en à la rue. Est-ce qu'elle appartient encore aux Français? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Ou est-ce qu'elle a été confisquée par une extrême gauche qui prospère sur le chaos? 175 000 manifestants d'après le ministère de l'Intérieur, 550 rassemblements, 262 blocages. Quel bilan, Florian Philippot, vous tirez de cette mobilisation de mercredi dernier? C'est un 10 septembre d'apparence ratée. Il ne faut pas se cacher. Regardez les images qui circulent. Épouvantable. Mélenchon a salué le succès de la mobilisation. Non, mais le problème, c'est que Mélenchon et quelques autres, ils ont volé le 10 septembre. C'était pas Mélenchon le 10 septembre. Ça aurait dû être un nouveau gilet jaune. C'était pas Philippot non plus, c'était pas non plus Le Pen, c'était les gens qui avaient créé sur des bouts de Telegram, sur les réseaux, une journée. C'était pas d'ailleurs bloquons tout au début, je me souviens bien. C'était plutôt d'inspiration souverainiste. Et c'était, par exemple, on n'engraisse pas le système bancaire, et on privilégie l'argent liquide, des choses qui n'étaient pas encore testées en France, intelligentes, qui auraient été bien d'ailleurs de tester à grande échelle pour voir comment ça fonctionne tout ça. Ça aurait été intelligent. Ça a été parasité depuis mi-août quand les grosses pattes de Mélenchon, là, il s'est mis dessus. Et donc ça a dégoûté des gens qui ont pu voulu y participer, ça a scindé en deux le mouvement, enfin on sait très bien comment ça marche. Ils avaient fait la même chose avec les Gilets jaunes, mais un peu plus tard, ils ne l'ont pas fait tout de suite avec les Gilets jaunes. Et donc en fait là, moi j'ai vu 10 septembre. Bon, il y en avait un omniprésent médiatiquement, c'est celui qu'on a vu des grandes villes, Place de la République, Paris, les grandes villes, on a vu des choses, mais horribles. Moi, vous savez ce qui me choque le plus? Bon, bien sûr, les agressions sur les gens me choquent, mais quand on arrache le drapeau français, oui. Quand on vire les gens qui ont le drapeau français, on n'a pas vu un drapeau français dans ces manifs. Pas un. Je veux dire, nous, on manifestait 3 jours avant dans 22 villes de France, dont une grosse manif à Paris, il y avait des milliers de drapeaux français, quoi. Voilà. Une grosse différence. Mais il y a eu aussi un deuxième 10 septembre, et attention, y compris des gens des patriotes qui y étaient, des ronds-points. Et là, il y avait un esprit, c'était les villes moyennes. C'était les petites villes, les villes moyennes. Alors là, rien à voir. Là, on était sur un gilet jaune originel, des gens qui avaient des bons messages, Macron démission, Frexit, qui arrêtaient les gens sur les ronds-points, qui faisaient passer des messages intelligents, des drapeaux français. Mais c'est un 10 septembre qui a perdu médiatiquement. Mais complètement perdu médiatiquement. Donc en fait, c'est un 10 septembre qui a été volé. Ouais. Les syndicats... Ça ne veut pas dire que la colère a disparu. La colère, elle est là et elle finira par gagner. Et elle se transformera forcément un moment en énergie créatrice. Ils défendent encore les salariés, les syndicats, où ils ont perdu. Ils n'ont jamais défendu. Peut-être au tout début, je ne vais pas revenir à la préhistoire des syndicats. Mais enfin, moi, dans ma vie d'homme, je n'ai jamais vu les syndicats défendre les salariés. Alors, je ne parle pas du responsable syndical qui peut y croire dans une micro-entreprise, ils n'ont pas de syndicat, mais dans les petites entreprises, dans les entreprises ou qui peuvent à un moment obtenir quelque chose de bien pour les salariés. Je ne remets pas en cause la bonne foi, tous les gens qui s'engagent dans les syndicats, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi. Mais les chefs, il faut regarder les chefs, ce sont des vendus. Vous savez, moi, je me souviens de la campagne référendaire de 2005, Constitution européenne. La CGT, à la tête, c'était à l'époque Bernard Thibault. Vous vous souvenez, il y avait sa coupe au bol, là. Bernard Thibault, il faisait campagne pour le oui à la Constitution européenne, chef de la CGT. Et vous savez, on a su après, il y a les sondages, après coup, 80% de ces syndiqués ont voté non. Et pourquoi il a fait ça? 2 ans plus tard, il était nommé président de la Confédération européenne des syndicats, financée par la Commission européenne. Ils se recassent tous là-bas. Ou équivalent, il y a la même chose pour le côté agricole. Les patrons de la FNSEA. Avec des salaires conséquents en plus. Oui. Et puis ils ont un statut de ministre. Hein. Les chauffeurs, les machins. C'est tout bête. Hein. C'est tout bête. Non. De toute façon, les syndicats en France, vous remarquerez, CGT, CFDT, FO, etc. Même si je ne les mets pas totalement tous dans le même sac, par exemple, FO, il faut le dire. Moi, j'ai déjà eu des représentants FO qui ont parlé dans nos manifs. Ils avaient l'autorisation. Il y a moins de sectarisme. Alors que ça aurait été inimaginable d'avoir un représentant CGT ou CFDT ou autre. Hein. Donc là, il y a peut-être une culture un peu plus démocratique. Mais sur le fond, ils ne vous parlent jamais, quand ils vous parlent des salaires, des ouvriers, des salariés, ils ne vous parlent jamais de l'Union européenne. Quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors qu'il y a des grands syndicats en Allemagne, IG Metall, tout ça, qui vous parlent clairement de la responsabilité immense de l'Union européenne
dans la dégradation économique et sociale. Eux, jamais. Ils ne vous parlent jamais non plus d'immigration. Enfin si, ils vous disent qu'ils en veulent encore plus. Ils vous disent bizarrement la même chose que le MEDEF. On devrait tilter, on devrait dire c'est bizarre, c'est le seul sujet sur lequel syndicats patronaux et de salariés sont complètement d'accord. Ouais, ils sont complètement d'accord, mais c'est le projet du MEDEF qui est cohérent, parce qu'eux, ils veulent de l'immigration pour faire baisser les salaires. Mais pourquoi la CGT et la CFDT en veulent aussi? Pourquoi ils n'écoutent pas ce que disait Georges Marchais quand il était à la tête du Parti communiste français, qui disait « il faut arrêter l'immigration légale et illégale, je dis bien les deux, etc. etc. » Parce qu'elle est utilisée comme armée de réserve du capitalisme pour faire baisser les salaires, et il décrivait tous les problèmes, y compris sécuritaires, que ça posait. Et pourtant, on était à un moment où l'immigration posait 1000 fois moins de problèmes que maintenant. Un mouvement apolitique de colère, est-ce que c'est encore possible dans le pays? Certainement, mais... Bloquer ceux qui voulaient travailler, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire aussi? Non, c'était pas ça à la base, le 10 septembre. Mais la conséquence, c'était quand même potentiellement celle-là. C'était pas ça. C'était pas non plus brûler les abribus, vous voyez? C'était pas non plus virer les drapeaux français, au contraire. Et puis là, il n'y avait pas de message politique en plus. Moi, j'ai pas entendu un message politique. Mais c'était plutôt un mouvement qui bloquait la France et pas Macron, quoi. Il peut y avoir des blocages stratégiques. Par exemple, les paysans qui voulaient bloquer Rungis, le marché national de Rungis, je pense que c'était très stratégique. C'était très bien vu. Parce qu'on sait que l'Île-de-France a moins d'une semaine de réserve si Rungis est bloqué. Et que là, si vous faites pression là-dessus, en plus, eux, ils ont des engins agricoles. Donc forcément, ils ont une capacité de nuisance et de blocage qui est matériellement... Le matériel est important dans une révolution. Il ne faut pas simplement raisonner en termes d'idées. Il faut regarder la logistique. Ils ont matériellement la possibilité de le faire et de tenir, même si on leur envoie les centaures de la gendarmerie et toutes ces folies. Et vous voyez, ça, c'est un blocage que je soutiens, parce que derrière, je vois la revendication, je la comprends et je la soutiens, et parce que je vois la stratégie politique et je la trouve intelligente. Mais si c'est pour bloquer une route, les gens, ou une gare, les gens ne pourront pas aller travailler, ça gêne tout le monde et on n'a pas de message politique, on n'a pas de stratégie, non, alors là, ça n'a aucun sens. Là, ça s'appelle de la voyoucratie, c'est tout. C'est plus la même chose. Moi, j'essaie de faire la distinction. Ah, donc, est-ce qu'un mouvement citoyen peut exister? Oui, mais de toute façon, il ne faut pas non plus séparer complètement le citoyen du politique. Ça n'a pas C'est un beaucoup peu de ce que sens. vous appelez de vos voeux, parce qu'avec toutes les manifestations que vous organisez régulièrement dans le pays... Mais on assume, nous, ce qu'on fait. Vous voyez, c'est l'âme des patriotes. Moi, j'ai toujours dit, les Gilets jaunes, à un moment, ont voulu trop dire nous, on n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez rien à voir avec la politique politicienne? Oui, moi non plus d'ailleurs. Ça, vous avez raison. Elle me dégoûte tout autant que vous. Mais vous avez à voir avec la politique, parce que sinon, la politique s'occupera de vous. Donc, c'est à vous de vous en occuper. Politique avec un P majuscule, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité, pas refuser par principe de discuter avec des partis politiques. C'est idiot, il faut discuter avec les mouvements politiques, il faut discuter même avec les élus, il faut discuter. Sinon, on tourne en rond et on s'épuise, et ça ne mène à rien. C'était un petit peu le problème qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, il faut être honnête. Donc nous, on s'affiche dans des manifs, on porte des revendications. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Si demain il y avait une dissolution, est-ce que vous pourriez être candidat? Est-ce que vous pourriez avoir des candidats aux législatives? Oui, oui, et j'appelle d'ailleurs à ce qu'on ait des candidats du bloc souverainiste, c'est-à-dire des candidatures uniques souverainistes dans toutes les circonscriptions. J'espère qu'on n'aura pas un candidat UPR, un candidat Patriote, un candidat DLF, un candidat c'est donc ça Juan le projet, Branco. c'est-à-dire de faire... il faut des alliances. Non, la primaire, c'est la présidentielle, mais il faut des... Vous pourriez décliner ça aussi au niveau législatif? Mais il le faut, je l'avais déjà appelé en 2022 et en 2024. J'ai déjà appelé à faire ça. D'ailleurs, en 2022, on avait fait l'alliance avec DLF et avec VIA, la Voix du Peuple, on l'a faite aux Européennes de Jean-Frédéric Poisson. Ça marche, on peut le faire, on doit le faire. Voilà, on doit le faire. C'est quand même pas sorcier. Après, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais moi, en tout cas, c'est ce que je dis, ce que je propose. Pour revenir à cette mobilisation du 10 septembre, Bruno Retailleau s'est félicité de la mise en échec du blocus, je cite, du pays. Il a aussi pointé un détournement du mouvement. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Bruno Retailleau et plus largement de son action au ministère de l'Intérieur? On a l'impression que c'est plutôt lui qui a tiré les marrons du feu. Oui, j'ai toujours pensé que si on était habile en termes de communication, la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, c'était assez facile. Et vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de ministres de l'Intérieur assez populaires. Il y en a eu beaucoup. À un moment, Sarkozy, bien sûr, il en a fait d'ailleurs son tremplin pour l'Élysée, mais vous en avez beaucoup. Valls, à un moment, était populaire. Hortefeux a été populaire à l'intérieur. Darmanin l'a été.
Retailleau, bien sûr. C'est assez facile parce que c'est un ministère du verbe, en tout cas un temps. Il suffit de prendre... Vous savez, en termes d'économie, c'est plus compliqué. En termes d'économie, si les gens ne voient pas à la fin du mois plus d'argent, on voit tout de suite l'imposture. Par contre, l'ordre, vous faites un tweet un peu martial, vous prenez l'air martial, vous dites « là, cette fois, ça ne passera pas, ma main ne tremblera pas, la vigilance de l'État est totale, ces voyous, ces criminels seront punis, pourchassés, on s'en occupera personnellement et ma main ne tremblera pas, etc. » Les gens disent « oh là là, celui-là, on a enfin le bon, là, on a le bon. » Et puis en fait, c'est jamais le bon. Ça n'est jamais le bon. Retailleau, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Alors pourquoi ? Là aussi, ça a beaucoup à voir. Alors d'abord, il y a une question de courage politique. Et il faut savoir défier la voyoucratie. Il faut savoir défier les réseaux de drogue, qui sont souvent à l'origine de beaucoup de voyoucratie, de criminalité, de délinquance derrière. Il faut avoir le courage de récupérer notre souveraineté nationale. Un ministre de l'Intérieur qui est dépourvu de services de douane et de frontières nationales, moi je ne sais pas comment il fait. Un ministre de l'Intérieur qui ne peut pas expulser qui il veut du territoire national parce qu'il y a toujours un juge européen qui va repêcher la personne expulsée, je ne sais pas comment il fait. Vous voyez ? Bon, et Ursula vient d'annoncer là cette semaine que le pacte migratoire allait être mis en œuvre très rapidement. Vous savez ce qu'il y a dans le pacte migratoire européen ? Il y a la relocalisation obligatoire des migrants dans tous les territoires, sinon 20 000 € d'amende par migrant refusé. Donc, vous voyez, dans ces conditions, moi, je ne sais pas très bien ce que fait un ministre de l'Intérieur. Bon. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'ils en fument. C'est parce qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont que le verbe. Ils ont le tweet et le verbe. Mais ils n'ont pas la capacité réelle d'agir. Je le disais, on est un week-end charnière pour vous, puisque c'est la rentrée politique de votre mouvement, les Patriotes, après donc les assises de la souveraineté organisées hier à Arras. Pour des gens qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas peut-être très bien, si vous deviez résumer aujourd'hui ce qu'est le programme des Patriotes, comment vous le résumeriez ? Bon, on a bien compris, donc c'est la souveraineté évidemment, mais qu'est-ce que vous mettriez plus en avant ? Sur un plan économique, sur un plan sécuritaire ? Vous êtes où sur un plan, sur l'échiquier politique, économiquement parlant ? Économiquement, on est... là aussi, vous voyez, vous ne pourrez pas nous classer en gauche-droite. Vous n'êtes pas libéral, non ? Je considère que ceux qui créent en France, que les artisans, les indépendants, les TPE, les PME, les PMI, il faut beaucoup moins les taxer, il faut beaucoup plus les laisser tranquilles. Non, pas les assister, il faut les laisser tranquilles. Vous êtes pour un État fort. Non mais attendez, je vais vous expliquer, vous allez voir la cohérence. Ça, c'est le tissu économique de base qui est complètement aujourd'hui surréglementé, surtaxé, qui a envie de partir ou d'arrêter ou qui fait faillite. C'est un énorme problème français, ça. Or, ces gens-là, moi, je ne comprends pas. On dit toujours simplification administrative, elle ne se fait jamais. À chaque fois, on double le nombre de papiers ou de démarches. Et puis, il y a des niveaux d'imposition ou de taxes qui sont délirants. Et à côté de ça, je veux un État stratège, oui. Et moi, je ne suis pas choqué qu'on nationalise une grande banque en France parce qu'on a besoin d'un système bancaire qui puisse financer des axes qui nous semblent stratégiques. Je ne suis pas choqué que l'État intervienne dans certains secteurs stratégiques quand il le faut. Et je suis choqué de voir qu'on accepte que certains secteurs partent à l'étranger alors que l'État aurait pu même nationaliser. J'étais pour la nationalisation d'Alstom. Vous voyez ? Et ça va ensemble. Vous savez comment ça s'appelle en France ? Ça s'appelle le colbertisme. Le colbertisme, c'était le gaullisme. Et le colbertisme, il est possible si vous avez un État stratège. Et si donc vous êtes souverain. Et sous le colbertisme, sous De Gaulle, vous n'aviez pas les taux de prélèvement obligatoire que vous aviez aujourd'hui. Vous aviez 35% de taux de prélèvement obligatoire. Beaucoup moins que maintenant. Donc on ne me dise pas que c'est confiscatoire le colbertisme. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Parce que si vous créez plus de richesses en France, vous allez avoir plus de rentrées fiscales mécaniquement. Vous n'aurez absolument pas besoin d'augmenter les taux et les impôts. Au contraire, vous pourrez les supprimer ou les baisser. Parce qu'à côté de ça, moi je suis pour faire des économies radicales. Je pense qu'il faut diviser par 2 le nombre d'élus locaux et nationaux rémunérés. Je parle des rémunérés. Je ne parle pas des conseils municipaux bénévoles qui c'est vous. Les rémunérés, il y en a beaucoup, beaucoup trop, nationalement et localement. Il y a des tas d'agences à fermer. Je parlais de l'Arcom tout à l'heure, on peut fermer. L'ADEME, on peut fermer. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des collectivités en trop, collectivités régionales, intercommunalités. On supprime tout ce qui gravite autour, tous les fromages de la République, Conseil économique et social régional. Ils ont une déclinaison par région. On supprime tout. Nous avons aujourd'hui en France
nous versons chaque année 20 milliards à l'Union européenne. Vous voyez, quand on quittera l'Union européenne, on récupérera 20 milliards par an. Différence entre ce qu'on lui donne et ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, c'est 15, ça passera à 20 à partir de l'an prochain. 20 milliards par an, considérable. La guerre d'Ukraine, on va en récupérer là aussi des sous, si vous voulez. D'ailleurs, là, arrêtons-nous un instant là-dessus. C'est vrai que sur le sujet de l'Ukraine, là, il faut vous rendre, enfin, à mes yeux, il faut vous rendre hommage, puisque vous êtes très très peu à avoir eu la position que vous avez tenue et qui, sur le papier, commence à un petit peu se révéler assez exacte. En tout cas, les Français en ont assez de financer l'Ukraine. En tout cas, l'argent, on en trouve quand il s'agit d'envoyer des armes et de trouver des sommes pour l'Ukraine. Vous n'avez jamais varié d'un iota là-dessus? Jamais. Jamais. Moi, je sais, mon premier tweet, c'était le 24 février 2022, quand ça a commencé, qui avait fait d'ailleurs polémique. C'était les Français. Pour les Français, Emmanuel Macron est une bien plus grave menace que Vladimir Poutine. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de menace russe en France, qu'on avait tout intérêt à dialoguer avec ce pays. Je pensais même avant, puisqu'il y a des sanctions depuis 2014. Que c'est aberrant, que c'est une balle qu'on se tire dans le pied, qu'on a beaucoup de choses à faire avec la Russie, à tout point de vue, énergétiquement bien sûr, économiquement, culturellement, diplomatiquement, en termes de renseignement, et que cette guerre, elle a commencé bien avant 2022, qu'elle est artificielle, qu'elle est utilisée par l'OTAN comme une grande guerre contre la Russie, et qu'aujourd'hui, ceux qui empêchent la paix, c'est l'Union européenne, c'est Macron, c'est ce camp-là, et c'est tout ce qui gravite bien sûr autour de Zelensky, parce que lui, personnellement, il a intérêt maintenant à ce que la guerre ne s'arrête pas, sinon il perd le pouvoir. Et il perd avec son clan l'argent qui arrive en masse, flot continu. Il y a beaucoup d'argent qui se déverse sur le régime ukrainien. Donc, on le voit bien. Que je vous ai parlé. Macron exploite sur un plan politique. Bien sûr, la Pologne, ils sont hystériques. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Des drones qui tombent en Pologne. Immédiatement, Kaja Kallas, qui est chef de la diplomatie européenne, ce qui ne veut rien dire, mais bon, vous met un tweet incendiaire en expliquant que c'est une action volontaire de la Russie. Elle avait fait l'enquête, elle savait, au bout de 2 minutes. Comme je rappelle qu'ils savaient en 2022 pour Nord Stream. C'était les Russes. Bon, on a su plus tard que ce n'était pas totalement les Russes, c'était plutôt les Ukrainiens aidés par l'OTAN. Comme, tiens, l'affaire du GPS brouillé d'Ursula von der Leyen dans son avion en Bulgarie. Ah oui, alors ça... Ah ben non, mais ça on sait maintenant, c'était faux. Même la Bulgarie l'a reconnu. C'était ça. La Commission européenne avait dit c'est un brouillage russe. Le lendemain, 5 heures plus tard, vous aviez un tweet de Flight Radar, qui est spécialiste du sujet, qui n'est pas ni pro-russe ni anti-russe, c'est les gens qui bossent là-dedans. Ils ont mis un tweet en disant il n'y a eu aucun brouillage. Et 3 jours plus tard, article dans la presse allemande, en France vous n'avez rien, pour dire la Bulgarie revient sur ses conclusions, finalement il n'y a pas eu de brouillage russe, etc. Mais vous n'avez pas eu de démenti dans la presse française. J'ai pas vu l'AFP refaire une dépêche pour contredire la première. Donc ça n'arrête pas, non, ils veulent ça, mais ils sont dangereux ces gens-là, parce qu'ils veulent tellement cela. En fait, l'Union européenne veut son armée, donc elle a besoin d'un ennemi fédérateur pour avoir son armée, c'est assez clair. Elle veut son armée parce qu'elle veut être un État. Un État a forcément une monnaie, des frontières, ça ils l'ont déjà, ils veulent une armée. Et Macron, il veut ça, parce qu'il croit profondément à cette Europe-là, à cette folie. Et par ailleurs, Macron en a besoin aussi parce qu'il gouverne par la peur. On va bientôt recevoir, ça a été confirmé mi-octobre, notre manuel de survie. Bon, évidemment, d'ailleurs, il faudra ne pas l'ouvrir, vous n'avez pas besoin de timbrer, vous écrivez retour à l'envoyeur et vous remettez dans la boîte aux lettres. Conseil que je donne. On va faire cette opération-là quand même. On va renvoyer par millions les manuels de survie le manuel pour Manu. On sait combien ça coûte ou pas, ça d'ailleurs? Ça va coûter bonbon quand même. 30 millions d'exemplaires. Puis alors justement, c'est absolument édifiant quand on voit que les actualités se recoupent. On parlait tout à l'heure de cette mobilisation du 10 septembre. Et il y a eu des manifestants, vous le disiez, avec des drapeaux français pris à partie, des drapeaux également palestiniens dans un cortège qui dénonce la politique du gouvernement français. Alors, au-delà de savoir si l'extrême gauche s'est approprié ce mouvement au détriment des Français, ça, on vous l'a déjà demandé, j'aimerais vous demander en effet ce que vous pensez donc, de ces drapeaux palestiniens brandis contre le gouvernement français. Est-ce que c'est encore une manif sociale, une manif idéologique? Vous aviez parlé de l'Ukraine. Quelle est votre position sur ce conflit qui a été de facto importé en France et dans l'arène politique, quoi? Je pense que la cause palestinienne, c'est une belle cause. Mais il ne faut pas la salir comme ça. Quelle est votre position là-dessus?
Ah, moi j'ai toujours eu la même. Je suis pour un État palestinien depuis très longtemps. Et je pense que... Puisque l'État palestinien va être reconnu officiellement le 22 Oui, alors on ne septembre sait pas... prochain à New York, a priori. Oui, je vais pas critiquer. Donc parce là-dessus, que vous soutenez Macron? Oui, vous retrouverez des tweets de moi de 2014, 2013 où je demande déjà ça. Je soutiens Macron. C'est pas... Après, il n'a pas défini de territoire, il n'a pas défini... Bon, c'est compliqué, c'est un Vous État êtes pour virtuel. la reconnaissance de l'État palestinien? Oui, je suis pour la reconnaissance d'un État parce que je pense de toute façon, on ne peut pas faire autrement pour la sécurité des Palestiniens. Et ce qui se passe à Gaza est un véritable massacre, c'est épouvantable. La colonisation illégale en Cisjordanie, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas qu'il y a aussi des chrétiens dans le lot. Une église qui a été, d'ailleurs, vous le savez, il n'y a pas très longtemps détruite dans la bande de Gaza. Et que, moi, je l'ai dit depuis l'après 7 octobre, qui a été épouvantable, là n'est pas le sujet. Et évidemment qu'on veut le retour des otages, même si malheureusement il n'y en a plus beaucoup qui sont vivants manifestement. Je crois que chacun le comprend, chacun le sait, on n'a pas besoin de redire systématiquement la même chose. J'avais tout de suite dit cette violence, et maintenant elle est attaquée le Qatar. Ils ont bombardé comme ça Doha, ils bombardent le Liban, c'est pas possible, si vous voulez. Parce que là, ça devient un facteur d'instabilité régionale majeur. C'est quoi votre regard sur Netanyahou? Je pense que Netanyahou est extrêmement dangereux, y compris, et là il y a beaucoup d'Israéliens qui le pensent, y compris pour Israël. Et il a des ministres autour de lui qui sont très extrémistes, très extrémistes. Et il est dangereux pour Israël. L'image d'Israël dans le monde entier s'est effondrée en 3 ans. Effondrée. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, on le voit au Royaume-Uni, on le voit partout, absolument partout. Et y compris en Israël, il est maintenant lui-même la cible d'Israéliens très en colère contre ce qu'il fait. Donc, en plus, lui, il se maintient toujours au pouvoir dans des conditions un peu compliquées. Donc, on a l'impression qu'il veut entretenir au maximum, à chaque fois, une conflictualité supplémentaire pour se maintenir personnellement. Voilà. Mais après, importer ce conflit en France, non. En tout cas, il a été très sévère avec Macron, justement, en laissant penser que les relations entre la France et Israël allaient être sérieusement compromises si la France donc va jusqu'au bout de ce processus de reconnaissance de l'État palestinien à New York. Ni Macron ni Netanyahou seront toujours au pouvoir. Donc tout ça, vous savez, les gouvernements passent. Donc l'histoire des relations bilatérales entre la France et Israël, ou la France ou n'importe quel pays, on verra bien comment ça évoluera, parce que tout ça peut changer. Mais et sur l'importation de ce conflit en France. Voilà, non, mais moi, on a un mouvement pour le départ de Macron, pour, je ne sais pas, contre la suppression des jours fériés. Enfin, c'était ça normalement le 10 septembre. Les drapeaux français sont interdits et on met des drapeaux palestiniens, mais quel rapport? Non, drapeau français interdit, inadmissible, et les drapeaux palestiniens, quel rapport? Drapeaux palestiniens dans des manifs pour soutenir le peuple palestinien, bien sûr, pourquoi pas? Mais drapeaux palestiniens dans des manifs qui n'ont plus rien à voir avec tout ça, ça devient... Je trouve que même pour la cause palestinienne, c'est pas très... Les images qu'on a vues hier, ne vont pas à l'avantage, ne vont pas aider la cause palestinienne. Ça, c'est évident. Pourquoi ce drapeau tricolore, selon vous, il dérange? Et pas le drapeau palestinien, justement? Il dérange parce que l'idée de nation a été diabolisée, comme pas possible. Il dérange parce que, vous savez, il y a une forte responsabilité du sommet de l'État, depuis longtemps. Quand Mitterrand disait le nationalisme, c'est la guerre, il diabolisait de fait la nation, en prenant aucune précaution, en jetant ça comme ça. Il y a toujours eu, en tout cas depuis longtemps maintenant en France, il y a une diabolisation de la nation. Le drapeau serait autorisé que pour les événements sportifs. Alors qu'il y a beaucoup de pays, moi j'ai vécu au Danemark, les gens ils ont un mât avec le drapeau dans leur jardin, ou les résidences d'appartements ont un mât avec le drapeau danois. Et même vous allez dans les cafés ou les bars danois, vous avez sur la table comme des petits cure-dents avec un drapeau danois, vous avez il y en a partout. C'est comme ça, c'est culturel. Vous allez dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Vous allez aux États-Unis, il n'y a pas de honte du drapeau. Je trouve même maintenant qu'on voit plus de drapeaux allemands en Allemagne, alors qu'avant ils avaient quelques problèmes avec ça. Maintenant, ils le montrent plus clairement. Et nous, il y a cette magnifique opération Raise the Colors, là, hisser les drapeaux en Angleterre, et qui a fait florès un peu partout. Et j'essaie de la pousser en France, je ne suis pas le seul. Mettez votre drapeau. Mettez votre drapeau à la fenêtre, mettez votre drapeau au balcon, mettez votre drapeau dans votre jardin, mettez votre drapeau où vous pouvez. Pavoisez. Mettez le drapeau national, on ne le met pas assez. Là, j'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à le mettre un peu partout. Mettez le drapeau national. Il faut casser cette espèce de honte. On est en France. Vous savez, quand vous êtes dans un pays dans lequel afficher votre drapeau national devient un acte subversif,
ça veut dire que votre pays il est occupé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Hein. Parce que c'est quand même très bizarre. Hein. Que ce soit subversif de montrer votre propre drapeau dans votre propre pays, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, voilà, donc les dirigeants ont une grosse responsabilité. Et puis, toujours nous dire, de toute façon, il y a le drapeau français, mais il faut lui accoler le drapeau européen, enfin le torchon bleu à étoile, là, à côté. Pourquoi? Comme si on n'avait plus de drapeau. On n'a pas notre drapeau, on en a forcément deux. Si on en a deux, on n'en a pas. Hein. Donc, vous voyez, ça contribue aussi, ça, à dévaloriser le drapeau français. Comment est-ce qu'on peut accepter, selon vous, que le drapeau de la République soit conspué dans son propre pays? On ne devrait pas l'accepter. On devrait avoir des sanctions extrêmement lourdes contre ceux qui font ça. Une loi? Je crois qu'il y a déjà un arsenal, mais ça devrait être respecté. Attention, hein, vous savez que vous avez eu même pendant les Gilets jaunes, justement, et les convois de la liberté aussi, d'ailleurs, en France, vous avez aussi des manifestants qui avaient des drapeaux français qui étaient arrachés par les forces de l'ordre. Alors ça, c'est encore autre chose. On a des vidéos où ils sont jetés par terre. Moi, j'ai eu des militants qui ont eu des amendes à 135 € parce qu'ils avaient un drapeau français. Alors là, le mauvais exemple, il est donné par l'État. J'imagine que ces policiers avaient des ordres. J'espère qu'ils n'ont quand même pas fait ça de leur propre initiative. Déjà qu'ils le fassent me pose problème. Mais enfin, sûrement qu'il y avait quand même un ordre du préfet et donc du gouvernement. C'est scandaleux. Ça crée un drapeau. Attention, hein. Il y a des gens qui sont... les poilus sont morts pour le drapeau, pour la patrie. Les résistants sont morts pour la patrie, pour le drapeau. Le drapeau, on ne le jette pas comme ça pour décorer la table. Hein. Le drapeau, ça se respecte. Le drapeau, c'est sérieux. Justement, ça nous renvoie une nouvelle fois à ce qui se passe outre-Atlantique. Et d'ailleurs, vous aviez été, je crois, un des seuls politiques à vraiment, de manière ouverte, à soutenir vraiment Donald Trump au moment de son élection, vous. Est-ce que, et là je prends un peu de champ, est-ce que vous pensez vraiment, parce que vous êtes patriote bien sûr pour la France, mais est-ce que vous considérez que l'Occident est en danger aujourd'hui? Je pense que l'Occident s'effondre dans sa bêtise. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'on s'effondre dans un... Vous parliez justement de remplacement. Est-ce que vous iriez jusqu'à épouser les thèses d'Éric Zemmour? Est-ce que le grand remplacement, c'est une réalité quand même qui... non, mais là, vous parlez d'un point de vue démographique. Non, mais de manière aussi bien démographique que c'est ça, le grand remplacement, général, c'est démographique. Mais ça peut être culturel de fait ensuite, mais ça s'appelle l'immigration massive. Vous savez, on peut utiliser des grands termes, mais si derrière vous ne mettez pas de grande politique, ça ne sert à rien. Parce que Mélanie parlait du grand remplacement. Puis elle fait entrer 500 000 immigrés par an. Pourquoi je vous demande ça? Parce que, outre le Frexit, non, mais moi, j'ai pas besoin de grands mots. Voir les différences entre vous et Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, il arrive demain au pouvoir, ou Marine Le Pen ou Bardella, il y a toujours le même flux migratoire qu'aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est parce que c'est l'Europe. Mais c'est évident. 95% de notre politique migratoire donc, est gérée. Éric Zemmour, mais c'est pas que l'Europe, c'est l'Europe, la CEDH, il ne pourrait pas appliquer Schengen. son programme sans sortir de... Mais il le sait, je crois. Avant, le RN voulait quitter tout ça. Ils voulaient quitter l'UE, CEDH et Schengen. Ils ne veulent plus quitter. Donc ils ne mettront pas en place leur programme. Mais Mme Mélanie n'a pas mis en place son programme. Elle bat tous les records migratoires, Mme Mélanie. Tous les records. Il y a un record. Elle a trahi ses électeurs, d'après vous? Évidemment. Il y a un record d'immigration, 500 000 entrées l'an dernier en Italie. Et il y a un record d'émigration. Il n'y a jamais eu autant d'Italiens qui ont quitté l'Italie que depuis 1861. 250 000, enfin un truc délirant. Il y a un nombre énorme d'Italiens qui a quitté en plus l'Italie. Donc là-bas, le grand remplacement, si vous voulez, ça se fait à toute vitesse. Et en plus, ils sont en dénatalité profonde. Il y a eu 310 000 naissances. La moitié de la France. Et vous faites en France, c'est en chute libre. Et c'est en plus soutenu par l'immigration. Et vous faites le lien, comme Éric Zemmour, entre immigration et insécurité pour beaucoup? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça que je dis que chaque immigré... L'aspect de mauvaise foi des détracteurs de ce lien, c'est qu'ils vous disent « Ah, donc vous faites de chaque immigré un délinquant ?» Ben non, on est logique, on sait parler. Quand je fais un lien, c'est entre des phénomènes. Plus il y a d'immigration dans un pays, plus il y a d'insécurité. Enfin, on l'a vu, on le voit. C'est vrai que c'est et il y a un lien entre les départements, il y a plus d'immigration et plus d'insécurité. Est-ce que ça veut dire que chaque immigré ou chaque étranger est un délinquant en puissance? Bien sûr que non. J'en ai qui sont adhérents patriotes, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai qui sont dans les manifs. Et ils sont ils sont devenus de merveilleux Français très intégrés. Vous avez une position singulière parce que pour vous cacher, je discute souvent avec des chauffeurs de taxi, enfin dans la rue. Et vous avez une position très singulière parce que vous êtes très populaire, selon moi, parmi, je pense, la génération des Français, pas forcément de deuxième, troisième génération, mais en tout cas parmi la population immigrée.
Beaucoup, je crois, en tout cas, vous estiment beaucoup. Donc, Mais parce que comment vous expliquez ça? Mais parce que je crois qu'ils savent que je leur mens pas. Je veux dire, je Faites jette. pas d'amalgame. Moi, je jette pas les gens en pâture. Je dis pas que des gens le font, mais je jette pas les gens en pâture. Je dis pas un immigré égale par définition un délinquant. Mais je leur dis aussi la vérité. Il va falloir qu'on arrête complètement l'immigration et il y a des gens qui vont devoir retourner chez eux en plus. Voilà, c'est clair. Mais moi, je le ferai vraiment. Parce que nous reprendra vraiment le contrôle du pays. Frontières, juges, souveraineté, corps de douane. Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. J'ajoute un deuxième point qui est toujours oublié par les opposants à l'immigration. La plupart d'entre eux n'en parlent pas. C'est l'origine aussi. Quand vous cassez un pays comme la Libye, comme l'a fait Sarkozy avec BHL en 2011, bah vous créez un flux migratoire énorme, qu'on n'a pas fini de payer d'ailleurs. Hein. Toutes ces guerres là qu'on a fait au Moyen-Orient, etc., à chaque fois, ça s'est traduit par plus d'immigration. Donc il faut arrêter ces guerres illégales aussi. Parce qu'elles ne viennent pas de nulle part, l'immigration. Elles viennent aussi de ces politiques-là. L'OTAN, et puis derrière, vous avez des mafias qui se jettent sur ça, des ONG, des passeurs, vous savez, tous ceux qui font passer la Méditerranée avec des morts au passage, hein, évidemment, c'est affreux. Hein. Et bien, tous ces gens-là, ils s'engraissent sur l'immigration. Il y a un marché de l'immigration. Et à la base de ce marché, il y a souvent une guerre. Il faut aller au bout du raisonnement sur l'immigration. Et quand vous dites ça, bah le Français d'origine étrangère, il peut parfaitement adhérer chez moi parce qu'il a compris qu'il n'y avait aucun racisme dans mon discours. Zéro racisme. Il y a un discours de vérité. Il y a un discours qui va faire qu'on va changer complètement de politique migratoire. Oui, je l'assume. Comme on va changer radicalement de politique dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Mais sans haine, sans racisme. Pas une pointe chez moi. Pas une pointe. C'est vrai que vous allez sans doute, et vous l'avez tout à l'heure laissé pointer dans votre discours, peut-être en déstabiliser certains, et pas forcément en mal, mais il y a quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans cette émission, que j'ai reçu à plusieurs reprises, qui s'appelle Juan Branco. Vous l'avez cité tout à l'heure, on rappelle donc que vous venez du Front National. Bon, on n'aurait peut-être pas imaginé à une époque que vous auriez peut-être sollicité ou plébiscité un éventuel rapprochement. Voilà, Juan Branco laisse entendre qu'il se présentera en 2027. Est-ce que voilà, vous pourriez avoir des points de convergence avec Juan Branco? On en a de fait, parce que je connais un petit peu son positionnement. Je crois qu'on en a sur le Frexit, on en a sur certains points, c'est évident. Sur un programme social, sur un programme anti-impérialiste sur les guerres. Bon, c'est évident qu'on a des points communs. Je ne lui dis pas qu'on va fusionner ou même faire un rapprochement. Je ne lui dis pas d'adhérer aux Patriotes, comme moi je ne vais pas adhérer aux je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est les Ruches, c'est ça son mouvement? Les Ruches, c'est un mouvement qui s'organise comme cela. Je suis ce qu'il fait, bien sûr. Je pense que lui suit un peu tout ce qui se fait aussi. Je suis ce qui se fait dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Hein. Mais je lui dis... Je dis, comme je dis à François Asselineau, comme je dis à Nicolas Dupont-Aignan, je dis ces trois-là, je les cite tous les trois parce que ce sont les trois qui ont déjà annoncé une candidature à la présidentielle. Donc ce n'est pas au hasard, je cite ceux qui ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle. Je dis, vous avez bien le droit d'être candidat, pas de problème. Et peut-être que vous le serez à la fin. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut laisser une chance au rassemblement, qui passera donc probablement par une primaire, qui est la technique pour l'obtenir? Rassemblement des souverainistes. Ben ouais. Et si vous ne pensez pas, je m'adresse au même mouvement et à d'autres s'ils le souhaitent, que s'il y a demain une législative et qu'on souhaite être candidat, et qu'on souhaite offrir ce choix aux Français, sinon ils ne l'auront pas, ça serait quand même mieux qu'on ait des candidatures uniques, soutenues par tous nos partis, on ne va pas fusionner. Hein. Ou bien ici, une candidature, ce sera le mouvement de Juan Branco, ici, ce sera les Patriotes, ici, ce sera DLF, mais à chaque fois, il y aura les 4 mouvements, ou 4 ou 5, qui soutiendront le candidat. Vous voyez ? On n'est même pas obligé de créer une étiquette unique, mais au moins qu'on ne se concurrence pas dans les circonscriptions, et qu'on ait à chaque fois un seul candidat pour tout le monde dans les 577 circonscriptions. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Moi, je pense profondément ça. Dominique de Villepin, vous y croyez ou pas? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il n'a pas de positionnement. C'est devenu ça, la France, en 2025. Le népotisme à tous les étages. Et après, on se demande pourquoi on s'effondre. Et la candidature de Florian Philippot à la présidentielle, vous la voyez ou pas?